Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être levés tôt en ce jeudi matin ensoleillé. En tout cas, à Paris, c'est le cas. On est ravis de vous accueillir pour notre troisième webinaire de notre série sur l'entreprise et la post-croissance. Et ce matin, on a le plaisir de parler de ce passionnant sujet de l'évaluation et de la comptabilité en compagnie de nos trois intervenants qui nous font le plaisir d'être là. On accueille Mathilde Martelly, directrice administrative et financière de Nepsen. Bonjour Mathilde. Bonjour. On a aussi le plaisir d'accueillir Hélène Le Thénault, qui est directrice de Jean-Noël Torel Foundation. Bonjour. Bonjour Hélène, merci d'être là. Et bonjour à Delphine Gibassier, notre partenaire académique, qui est titulaire de la chaire Performance globale multicapitaux d'Audencia. Bonjour. Delphine, on est très content de t'avoir avec nous parce que tu as vraiment contribué activement à cette étude et on était ravis d'avoir aussi Souad et Monsieur Nicolas, pardon, désolé, j'ai eu un trou, Nicolas Antome à la conférence, mais c'est aussi un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on va utiliser le chat tout au long du webinaire. Donc, je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau. On aura donc un petit temps d'introduction juste pour remettre le sujet de la post-croissance en perspective et les enjeux de la comptabilité. D'ailleurs, ça m'intéresserait si vous pouvez nous mettre dans le chat rapidement si vous étiez là ou pas au dernier webinaire et si vous avez peut-être des attentes ou des questions qui vous brûlent les lèvres avant qu'on commence. Ça nous permettra aussi d'adapter la discussion au fil de l'eau. Et puis, donc Geneviève Ferron, creusée de profil, animera l'échange avec nos intervenants. Et puis, on aura un temps réservé, comme d'habitude, assez long aux questions-réponses, donc une trentaine de minutes à la fin du webinaire, dont la fin est prévue à 10 h. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran pour remettre en contexte la post-croissance, même si ceux d'entre vous qui sont déjà là auront déjà entendu les grandes lignes, mais comme on dit, la répétition, ça ne fait jamais de mal. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Donc, comme évoqué, ce thème a été introduit suite à un long travail de recherche de près d'1 an et demi de recherche-action, plus précisément avec nos partenaires académiques et le soutien de partenaires institutionnels qu'on remercie, où on a décidé en fait d'introduire une nouvelle façon de penser l'entreprise dans le cadre des limites planétaires et des enjeux sociaux qui sont les nôtres actuellement. Et donc, d'essayer de penser comment l'entreprise pouvait se transformer et répondre à cet enjeu de dépasser le paradigme de poursuite d'une croissance économique illimitée. Donc, on a choisi le terme de post-croissance. Est-ce que ça passe? Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une impasse entre ceux qui continuent à défendre la croissance verte, donc qui pensent en fait que c'est possible de continuer à produire, à consommer plus ou moins autant qu'on le fait actuellement, tout en réconciliant les enjeux écologiques. Alors c'est super utopiste, hein, on aimerait tous y croire, mais bon, on peut aussi se questionner sur est-ce que cette production et cette consommation sont nécessaires? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et surtout, est-ce qu'on peut? Aujourd'hui, ce n'est pas possible, scientifiquement, ça a été prouvé que c'est impossible de découpler la consommation de ressources, l'extraction, avec la poursuite de la production et de la croissance économique. Donc, il y a depuis un certain nombre d'années déjà, hein, le rapport Meadows et puis d'autres penseurs après qui ont commencé à parler de décroissance pour parler justement de ces limites planétaires, de ces limites à ce système de production et de consommation illimité. Mais ça a été un petit peu détourné, on va dire, dans le débat public, où la décroissance a souvent été associée à un imaginaire très négatif autour du retour en arrière, voire du retour chez les Amish pour certains. On le voit bien dans le débat politique récent que c'est un terme qui cristallise beaucoup d'opinions. Et pourtant, aujourd'hui, on est vraiment face à un constat, je crois que le rapport du GIEC nous le rappelle d'autant plus qu'on est dans une période critique, qu'on a globalement 3 ans pour
pour changer, réorienter en fait notre système de fonctionnement économique. Et donc, il est plus que temps en fait de réencastrer l'économie dans un espace qui est écologiquement sûr, donc dans le cadre des limites planétaires, et socialement juste, qui permet de répondre aux besoins sociaux fondamentaux comme l'éducation, la paix, la justice, la santé, etc., qui sont aujourd'hui très largement insatisfaits quand on regarde à l'échelle mondiale et même dans une certaine mesure en France. Donc, nous, ce qu'on propose avec la post-croissance, c'est véritablement de devenir agnostique en matière de croissance, donc de sortir de cette forme de religiosité, en fait, de changer nos croyances aussi, parce que finalement, on croit dans la croissance comme on peut croire dans un autre paradigme. Et donc, l'idée, c'était de la descendre à l'échelle de l'entreprise, parce que quand même, l'entreprise est définie dans le droit depuis un certain nombre de temps comme étant désignée pour générer des bénéfices et assouvir des intérêts privés, même si la loi Pacte est venue introduire cette notion de prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, à l'échelle de l'entreprise, on a essayé de retranscrire cette triple soutenabilité en essayant d'ouvrir cette voie en fait, pour que les entreprises à leur échelle puissent s'engager sur la voie de la post-croissance et puissent avoir pour ambition de rendre leurs activités pleinement soutenables sur le plan environnemental, donc comme on l'a dit, pour respecter les limites planétaires et aller au-delà de simplement la RSE classique, on va dire, et la limitation des impacts négatifs. On est vraiment dans l'idée de contribuer positivement et surtout d'être vraiment dans ce cadre-là. Une soutenabilité sociale aussi qui passe par différents moyens, c'est-à-dire que c'est à la fois, quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur, est-ce que le fait de produire certains biens ou services rendent préjudice en fait aux droits sociaux fondamentaux des autres populations? Est-ce que c'est désirable aussi d'un point de vue sociétal? Est-ce que ça répond à un besoin réel ou est-ce que finalement l'entreprise disparaissait? Est-ce que ça changerait quelque chose? Et sur le plan économique, puisque ça reste quand même le nerf de la guerre, dans le sens où le marché demain ne va pas disparaître et il s'agit aussi de penser en termes de prospérité économique, mais de changer un petit peu sa loupe en se disant, en réfléchissant non plus en termes de croissance, mais surtout en termes de rentabilité, de pérennité et de juste taille, en fait, finalement, de juste profit. Donc, quelques implications, rapidement, parce qu'on l'a déjà vu la dernière fois, et sinon, je vous inviterai à vous plonger plus largement dans l'étude. Mais dans cette étude, et dans le concept de post-croissance, il y a un point qui est quand même fondamental, vu qu'il faut avant tout avoir cette intention de s'engager dans cette soutenabilité. Il faut avoir les moyens de le faire, et donc pour avoir les moyens de le faire, il faut aussi avoir une certaine indépendance capitalistique. Parce que si les actionnaires, si les dirigeants ne sont pas dans cette optique, malheureusement, ça va être compliqué de mettre en place un certain nombre de choses. Ça implique également de mettre les moyens au service de cette redirection des activités en fait, vers cette triple soutenabilité, donc de réinvestir les profits dans l'entreprise, de partager plus largement la valeur et surtout de se fixer des limites en fait. C'est vraiment une notion qui est très très importante, qui peut paraître un peu paradoxale quand on a promu depuis des décennies la pleine liberté entrepreneuriale, le fait que tout était permis, tout était possible, d'aller même jusqu'à la Lune et dans l'espace. C'est formidable, mais aujourd'hui, voilà, il n'y a plus trop de sens à ça. Et il faut aussi réapprendre à intégrer de nouvelles contraintes qui sont finalement des opportunités quand on y pense, parce que les limites sont aussi le point de départ de quelque chose d'autre et de quelque chose qui peut être aussi plus juste et plus épanouissant. Donc ça, c'est l'idée qui est importante de garder en tête. Et donc, nous, pour rappel, on a déjà on a décidé d'aborder le sujet de la post-croissance à travers 3 portes d'entrée stratégiques pour les entreprises, qui sont donc la gouvernance, le modèle économique et l'évaluation et la comptabilité. On a déjà parlé des 2 premiers sujets les 2 dernières fois, et puis donc je ne vais pas m'étendre dessus. Aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur cette question d'évaluation et de comptabilité, puisque si on décide de créer et de partager autrement la valeur, de changer son modèle économique, il faut aussi avoir de nouvelles façons de la mesurer, de se poser la question de finalement qu'est-ce qui compte vraiment quand on met en place une activité économique, quels impacts on a vraiment envie de mesurer et à quel point on contribue
plus qu'on extrait des ressources sur les plans économiques, environnemental et social. Donc rapidement, je vais introduire les quelques enjeux qu'on va aborder aujourd'hui, en tout cas qui sont importants. La première, c'est le fait que dans cette étude, on s'est surtout orienté vers une comptabilité qu'on appelle multicapitale, qui a pour but finalement de s'interroger sur la comptabilité, donc ce rapport de solvabilité, aussi de rentabilité, mais pas seulement dans un point de vue économique, mais dans un point de vue à la fois social, environnemental, qui peuvent se décliner dans différents capitaux. Donc l'idée, c'est, de toute façon, nos intervenants vont revenir dessus, mais c'est de s'intéresser à une création de valeur ou une destruction aussi de valeur qui est plus large que le simple critère économique. L'idée, c'est également d'intégrer cette mesure au processus de décision de l'entreprise. Parce que pourquoi finalement faire une comptabilité si elle ne sert à rien, si elle ne se transforme pas en outil de gestion ou si elle n'est pas une boussole après tout pour guider la stratégie de l'entreprise. Donc finalement, on aspire à avoir un équivalent extra-financier des états financiers, même si aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Je pense que voilà, on y reviendra dans le webinaire. Et puis, dernier point, l'idée, c'est aussi de transformer les professions du chiffre et leurs outils, puisque aujourd'hui, ils sont très largement sous-formés, je dirais, ou en tout cas pas forcément prêts à intégrer ces nouvelles façons de penser, de compter, ces nouvelles méthodologies. Même s'il y a beaucoup de volonté dans la profession, on le voit avec notamment notre partenaire de la Compagnie nationale des communautaires au compte qui s'est vraiment saisi du sujet, et puis les professions du chiffre qu'on a pu aussi rencontrer dans cette étude. Et c'est vrai qu'il y a aussi un manque de moyens, une nécessité de former et de créer des nouveaux outils pour mettre en place cette transformation. Donc, je vais m'arrêter là pour cette introduction et je vais laisser Geneviève reprendre la main pour poursuivre la discussion. Merci à tous. Merci beaucoup, Clara. Merci, Clara. Je vais effectivement reprendre la main. J'espère qu'on ne vous a pas perdu pendant cette présentation, mais il était important de poser le décor. Donc, hop, je vais juste revenir. Est-ce que vous me voyez ? Voilà. Et on te voit, Geneviève. C'est bon, j'avais un petit. Donc, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à nos 3 intervenantes. Donc, nous avons 3 intervenantes ce matin. Je vais les laisser se présenter elles-mêmes rapidement et je vais lancer la discussion de façon à ce que vous puissiez toutes les 3 avoir la possibilité de réagir aussi aux propos de l'une, de l'autre, et afin qu'à la fin, quand on arrivera au terme de ce webinaire, on arrive à avoir différents motifs. C'est-à-dire que ce que vous allez dire, on va apporter des éclairages différents sur les méthodologies, car je voudrais, à titre préalable, préciser que dans cette partie sur les nouveaux modèles comptables dans l'étude de profil, on a vraiment pris soin de donner la parole à tous les experts qui s'étaient déjà engagés sur le chemin. C'est-à-dire qu'on a pris en compte la complexité de la démarche, mais vraiment une complexité stimulante, mais en tous les cas caractérisée. Et on a fait le choix de donner la parole et donc, à travers des paroles différentes, de donner à voir le champ des possibles et comment on pouvait appréhender ces modèles multicapitaux. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas, nous, la martingale en disant voilà ce qu'il faut faire et on va vous le montrer. Donc, ce qu'on souhaite, c'est, à travers ces 3 témoignages, que vous puissiez, vous aussi, rentrer dans le sujet et faire votre propre chemin, enfin cheminer après selon vos propres attentes. Parce que l'intentionnalité est au cœur de ce que vous allez entendre. Voilà, je n'en dis pas plus, donc je vais donner la parole tout de suite à Delphine. Donc Delphine, merci beaucoup de nous rejoindre. Je te laisse te présenter rapidement, parce que si je commence, je vais probablement pas dire tout ce qu'il faut bien. Voilà. Et la première question que je te poserai, c'est précisément, alors on sait que tous les modèles économiques doivent radicalement évoluer quand on est dans une perspective de post-croissance. On sait que les changements de gouvernance, c'est le prérequis indispensable pour opérer la bascule. Si la gouvernance n'est pas consciente de ces enjeux, il ne peut pas se passer grand-chose sur les modèles économiques. Et donc, si on va jusqu'au bout et qu'on opère la bascule ou le pivot sur les modèles économiques, est-ce qu'il faut absolument transformer la comptabilité des entreprises ? Voilà, Delphine, à toi l'honneur et te présenter en quelques mots. Merci beaucoup.
Merci Geneviève et ravie d'avoir pu contribuer à cette étude qui, je pense, a fait beaucoup en tout cas, beaucoup parler et surtout, sans doute, beaucoup réfléchir. Et je pense que c'était l'objectif de l'étude. Et surtout, c'est la première fois qu'il y a une étude qui rassemble ces sujets dans une seule. Donc, je pense que c'est important parce que souvent, on parle des choses séparément. Et là, on a une vision assez globale de la manière dont les choses peuvent évoluer. Donc, je suis contrôleuse de gestion de métier et chercheuse depuis 13 ans maintenant en comptabilité du développement durable, titulaire de la chaire Performance globale multicapitaux à Audencia, et puis très proche de la pratique puisque j'ai participé à un certain nombre de groupes de travaux et notamment à l'écriture d'une partie des normes que les entreprises auront à mettre en place à partir de 2025, c'est-à-dire les normes de l'EFRAG au niveau européen. Alors, faut-il réformer la comptabilité? Oui, c'est à ça que je m'attelle depuis plusieurs années. Je dirais que la première chose qu'il faut voir, c'est que c'est quand même un sujet qui est sur la table depuis de nombreuses années, hein, au moins les années 70, et si on faisait de l'histoire de certaines comptabilités, par exemple agricoles, on retrouverait des indicateurs de capital naturel et de capital sociaux dans pas mal d'entreprises si on avait la possibilité d'avoir ces archives-là. Toujours est-il que je vais dire deux choses qui me paraissent vraiment, vraiment importantes. C'est la première et qu'on a vraiment oublié, c'est que la comptabilité, c'est le langage de l'entreprise, mais l'entreprise est dans la société et dans l'environnement. Donc aujourd'hui, je ne peux pas, enfin, vous me voyez, donc je vais essayer de faire des gestes et de vous montrer comment ça peut se faire, mais si vous regardez ce que René Passet a dit en 79, on est vraiment intégré dans la société et intégré dans l'environnement. Et je pense que les derniers événements, et on en a malheureusement trop souvent, nous ont montré de manière assez dramatique à quel point une entreprise était interreliée, parce que c'est un monde systémique, à la société et l'environnement dans lequel elle évolue. Je vais parler là évidemment de la crise ukrainienne, mais l'entreprise ne peut pas se compter en dehors de la société dans laquelle elle évolue et de l'environnement dans lequel elle évolue, les limites planétaires dont on a déjà parlé. Donc ça, c'est un premier point, c'est que pour faire un profit, je ne vais pas donner de profit économique, c'est pour faire un profit, pour faire une valeur, créer une valeur, il faut parler de valeur systémique. Et nous, la valeur systémique, je la définis comme R3.0 et Future Fit. Elle se fait que si on respecte ses fondations sociales et ses limites planétaires en amont. Et je dis bien en amont, c'est bien le prérequis à une performance économique qui ne peut avoir lieu que dans ces conditions. Et puis, dans ce cadre-là de mise en situation de l'entreprise, la comptabilité aujourd'hui ne compte du coup qu'une toute petite partie et surtout, elle le compte sans contexte. Donc, la première chose qui me paraît fondamentale, et je commence quasi tout le temps maintenant mes présentations comme ça, la nouvelle boussole d'un DAF, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un manager, d'un CEO, c'est le Do Not de Kate Raworth et c'est ces 12 fondations sociales et ces 9 limites planétaires. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que Stockholm Resilience Center dit, vous pourriez en rajouter, en enlever. Il y en a qui sont plus difficiles à compter, il y en a qui ne sont même pas encore évalués. Peu importe, c'est dans la symbolique, vous devez être dans ce que Clara a montré, c'est-à-dire ce petit espace vert. Et évidemment, c'est une utopie aujourd'hui. Aucun pays, la France a utilisé le Do Not en 2019 dans son rapport développement durable. Aucun pays, aucune organisation, aucune personne aujourd'hui, ni vous, ni moi, nous ne sommes dans l'espace vert. Mais en tout cas, c'est là qu'on doit être. Et du coup, la comptabilité, elle doit absolument prendre en compte ces informations-là avant et comme fondation à une potentielle création de valeur économique derrière. Merci beaucoup, Léaquine. En t'écoutant sur ce petit espace vert qui était très étroit, hein, cet espace écologiquement sûr et socialement juste, je me disais que ça représentait aussi la fragilité de la vie sur Terre, qui est possible dans des limites physiques. Donc, les conditions de vie sont soumises elles-mêmes
à des invariants qu'on ne peut pas en plafonner. Est-ce que du côté d'Hélène et de Mathilde, il y a des retours, avant de vous donner bien sûr la parole à toutes les deux, est-ce qu'il y a des retours à l'introduction de poser le cadre posé par Delphine? Alors, qui veut prendre la parole? Hélène peut-être et après Mathilde? Bien sûr, oui. Donc, Hélène, Le Thénault, si comme Delphine, je partage un peu mon parcours. Au départ, je suis ingénieure, ce qui est aussi un métier du chiffre, mais plutôt un métier du chiffre des réalités physiques ou techniques. Et c'est ce qui fait qu'au fil de différents métiers sur les 20 dernières années, après avoir travaillé dans le marketing, le pétrole ou la finance, j'ai fini par m'intéresser beaucoup à la comptabilité comme un des leviers nécessaires et probablement indispensables à la transition écologique et sociale des entreprises. C'est absolument pas évident comme cheminement au départ, soyons très clairs, c'est-à-dire que assez souvent, les métiers qui regardent l'entreprise ne s'assoient pas avec la même paire de lunettes sur le nez. Donc, le comptable va s'asseoir avec des chiffres en euros, d'autres vont s'asseoir avec des chiffres en kilowattheures, d'autres encore vont s'asseoir avec d'autres données. Et donc, cette mise en cohérence des perspectives sur la vie de l'entreprise m'a passionnée parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans le conseil en transition sur les enjeux de changement climatique dans le cabinet Carbone 4, notamment pendant de nombreuses années, et j'ai vu à quel point les grandes entreprises, cotées en général, ne parviennent pas à réorienter significativement leur cœur de métier. Et donc, je me suis aventurée pour réagir sur effectivement ce que je fais et à quel point la comptabilité a son importance dans deux domaines. Le domaine de la transition agricole et alimentaire que je commenterai tout à l'heure avec l'association Ferme d'Avenir au sein du groupe SOS. Et puis aujourd'hui, en tant que directrice d'un fonds de dotation qui est le fonds Torel, qui est le fonds actionnaire de l'entreprise Naos, plus connue sous les marques Bioderma. Et là aussi, dans une situation qui est à côté d'un business, puisque le fonds est actionnaire, mais une forme d'actionnariat relativement passif, il m'a paru essentiel que les instances de gouvernance aient la connaissance de nouvelles boussoles comptables. Tout simplement déjà le fait que ce sont des outils précieux qui peuvent être très simples ou très complexes, mais qui sont probablement indispensables pour le monde qui vient. Donc, je me suis appliquée à ma façon aussi, dans ce rôle aujourd'hui, à mettre ce sujet sur la table. Et je sais qu'on va déplier après tous les différents enjeux sur les outils, les formations, mais il m'a semblé qu'on ne pouvait pas s'affranchir des réalités scientifiques qui sont souvent ignorées par les acteurs économiques volontairement. Et on ne pouvait pas non plus s'affranchir des réalités humaines et éthiques qui se cachent derrière les chiffres. C'est-à-dire qu'un chiffre n'est pas un objet froid. Derrière un chiffre, il y a des réalités humaines, parfois de l'exploitation de l'homme par l'homme, parfois un écocide par ici ou par là. Et donc, le chiffre est une façon aussi de soulever un certain nombre de sujets éthiques sur la place de l'entreprise dans la société. Merci beaucoup, Hélène. Voilà, je me dis, on va prolonger le webinaire pendant la matinée. Peut-être Mathilde, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Vous aurez plus la parole après pour expliquer l'expérimentation Nepsen, mais une réaction à ces propos introductifs extrêmement denses et prometteurs entre Delphine et Hélène. Oui, eh bien, bonjour, moi c'est Mathilde Martelly. Je suis directrice financière du groupe Nepsen. Nous, on est en fait à la base un bureau d'études dans le monde du bâtiment, donc bien ancré sur le terrain. Mais notre spécialité et notre ADN, c'est l'efficacité énergétique dans le bâtiment. On a commencé par là, et après on s'est diversifié, et on a une branche qui rejoint un peu ce que fait Carbone 4 aussi, dans le domaine de la transition énergétique pour les territoires et les entreprises. Donc voilà notre univers aujourd'hui, et il est tout à fait d'actualité. Et une réaction à ce que dit Delphine, nous, ce qui nous a motivés dans le projet, et j'en reparlerai tout à l'heure, c'est le fameux donut dont Delphine parle, dont moi, personnellement, je n'avais pas nécessairement conscience et dont je n'avais pas connaissance, en fait, comme d'un outil. Voilà. Donc, ça, c'était un élément de motivation et d'intérêt dans tout ce qu'on va dérouler derrière. Oui.
Et vous êtes vraiment la profession du chiffre, hein, donc pareil. Oui, moi, à la base, j'ai un parcours très classique de finance, contrôle de gestion et métier de l'externalisation anciennement chez Accenture. Donc, Très bien. métier financier très classique. Ouais. Donc, on est avec 3 femmes de chiffres, mais pas les chiffres ne sont pas froids. Voilà. Alors, justement, Hélène, si je peux me permettre de revenir vers toi. Alors, bien sûr, on n'attend pas. Alors, il y a une évolution normative, hein, qui est en cours, hein, et ce depuis très longtemps. Elle est lente, elle est imparfaite, mais la prise de conscience est là. Donc, il y a, je pense, depuis plusieurs, je ne dirais pas plusieurs décennies, peut-être que si vous arrivez à les chiffrer, mais on va dire depuis 20 ans au moins, facilement, et même plus, des modèles comptables alternatifs qui ont émergé. Et puis, les entreprises les sont appropriées, mais plus dans une approche qui était de peu prospective ou en tâtonnant. Et en l'occurrence, j'aimerais bien, Hélène, que tu puisses nous expliquer l'expérimentation que tu as faite et que tu as évoquée avec le modèle CARE, avec Ferme d'Amir en 2017. Et ce qui m'intéresserait, ce qui intéresse, je pense, ceux qui nous écoutent, c'est que tu puisses nous dire qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience et selon toi, comment ce modèle, ce modèle a pu être intéressant et comment il a montré également ses limites. Voilà. Oui. Avec plaisir. Donc, l'association Ferme d'Avenir, donc, est une association qui a été fondée par Maxime de Rostolan, vise à faciliter, accompagner la transition des acteurs agricoles vers des pratiques agroécologiques. Et donc, pour conforter le bien fondé des modèles agroécologiques, leur performance économique, le fait que ces fermes finalement sont dans une meilleure santé écologique dans la durée et donc également potentiellement créatrices de valeur dans le long terme, on avait commencé au sein du conseil scientifique de cette association par un travail sur des métriques plutôt économiques et non comptables, avec ce qu'on appelle souvent les externalités positives ou négatives des diverses agricultures. Et à un moment donné, les acteurs du projet ont souhaité qu'on puisse descendre au niveau d'un seul agent économique et donc d'une ferme, ou plus exactement d'un échantillon de ferme. Donc, on a choisi d'appliquer donc la méthode de comptabilité CARE, qui était une méthode qui a été développée notamment par Jacques Richard, professeur à Paris-Dauphine, sur un plan théorique, mais on a choisi d'être parmi les premiers cobayes de l'application pratique de cette méthode CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Donc, on a pris un échantillon de 3 fermes, une micro-ferme expérimentale assez récente, une petite ferme en agroécologie et permaculture en Normandie qui fonctionnait déjà plutôt bien depuis 2 ans, et une ferme conventionnelle classique en conversion, parce que c'est un cas d'étude qui nous paraissait extrêmement intéressant aussi. Et donc, en termes de démarche d'expérimentation comptable, on s'entend bien, Geneviève, tu l'as dit, que les normes comptables sont ce qu'elles sont, le plan comptable agricole étant ce qu'il est. Ce qu'on a fait ne vise pas à produire une nouvelle liasse de comptes ou à produire des comptes sociaux différents. On a produit un deuxième jeu de comptes à côté avec une approche différente. Et donc, on a pu mettre en forme à partir de différentes données d'exploitation de la ferme un bilan et un compte de résultats qui prend en compte les 3 capitaux: capital financier, capital naturel et capital humain. Alors, la magie de l'exercice, en fait, pour expliquer un petit peu quelles sont les données qu'on utilise dans ce type d'exercice, on a choisi de s'attaquer à plusieurs enjeux essentiels pour les modèles économiques en agriculture, que sont les sols, le bon état des sols et la vie des sols, l'état de la biodiversité, la séquestration de CO2 et les émissions de CO2, donc un certain nombre de sujets qui ont trait à certaines des limites planétaires que Delphine rappelait dans le donut. Dit autrement, on n'a pas forcément visé à être exhaustif, on a cherché à cibler les actions de ces fermes et les données physiques ou les données comptables qui permettaient de préciser ce que cet agriculteur faisait pour préserver le capital naturel, le régénérer, voire, dans certains cas,
l'améliorer. Par exemple, quand on prend l'exemple des sols ou de la ferme en conversion, recréer un sol vivant, c'est un investissement. Alors, j'en viens à des termes plus comptables. Du coup, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une approche plus analytique des dépenses d'exploitation dans lesquelles on essaye d'identifier les dépenses qui ont trait au maintien en bon état d'une partie du capital naturel, d'une part. Il y a également des amortissements pour dégradation du capital naturel. Donc, on a inséré dans un plan comptable un certain nombre de lignes et de sous-lignes pour rendre compte des actions effectives de ces fermes pour préserver leur capital naturel. On arrive à quoi sur les 3? Donc, ces documents sont publics sur le site de l'association Fermes d'Avenir pour les plus curieux qui peuvent aller regarder toute l'étude de cas en détail, mais on arrive du coup à une conclusion assez logique, c'est qu'au bilan, par exemple pour la ferme qui s'appelle la Mare des Ruffaux en Normandie, on a un total de bilan, un total d'actifs et de passifs qui est plus élevé que pour une ferme classique et conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a exprimé la catégorie capital naturel et donc tous les investissements qui ont été faits et refaits chaque année par l'agriculteur. Au sein de cet actif, on y voit par exemple le capital sol, c'est-à-dire le fait d'avoir un sol vivant et pas juste quelques hectares. La qualité de ce sol est un indicateur de santé. Et au compte de résultats, on a pu identifier la répartition entre les dépenses assez classiques, alors en l'occurrence d'intrants chimiques, c'était donc égal à 0, puisque c'était des fermes agroécologiques, et donc des dépenses qui sont liées à l'entretien des écosystèmes qui permettent à la ferme de fonctionner correctement, et un certain nombre de dépenses qui ne sont en général pas comptabilisées, qui sont par exemple la présence de woofers ou de stagiaires, pour le dire dans des termes plus simples, qui font de l'apport en travail sur une ferme, sachant que ce sont des modèles intenses en main-d'œuvre et bien moins intenses en matériel. Donc, ça donne aussi une lecture du modèle économique de ces fermes, c'est-à-dire qu'on comprend la proportion entre le capital machine, la chimie ou l'absence de chimie et la force humaine. Bon. Et pour finir, du coup, les fermes agroécologiques dégagent un résultat supérieur à 0, si tant est qu'elles aient suffisamment réinvesti chaque année pour préserver le bon état du capital naturel dont elles dépendent. Et on a fait un dernier petit travail qui a consisté à exprimer les externalités positives apportées par ces fermes. Je donne un exemple. En ne polluant pas les sols et les eaux et les nappes, on pollue moins les rivières et donc on a moins besoin d'enlever ensuite les nitrates dans l'eau des rivières. Et donc, il y a des dépenses publiques en moins, par exemple, sur la construction de stations d'épuration. En quoi ça créerait des recettes potentielles sur les fermes? Aujourd'hui, ça n'en crée pas ou extrêmement rarement, puisqu'en France, il y a très peu de schémas dits de paiement pour services écosystémiques ou toute autre forme de contractualisation entre des acteurs privés et publics. Ça existe dans certains cas. Il y a un cas fameux à Munich. Bon, voilà. Donc, pour conclure, parce que je vais refermer ce chapitre sur la présentation de cette expérimentation, ça a été utile à qui? Ça a été utile à l'agriculteur lui-même pour mieux savoir quelle est l'intensité de l'effort en euros et en temps qu'il met sur la préservation du capital naturel dont il dépend. Donc, dans un exercice de budgétisation et de planification des tâches, c'est extrêmement utile. Ça a été utile à l'agriculteur à nouveau pour les discussions avec son banquier ou des éventuels investisseurs pour donner une juste lecture du modèle économique d'une part et de la valeur de son actif et de sa ferme. Et ça a été utile aussi, je pense, pour les associations et organisations au service de la transition agroécologique pour pouvoir mieux exprimer les bénéfices comparatifs de ces modèles. Voilà. Est-ce qu'il y a des limites? Bien sûr, le temps, parce qu'un agriculteur a déjà 3 métiers. Il produit, il planifie, il vend, et voire même, en général, il en empile d'autres. Bon, voilà. Donc, dégager du temps pour faire ça dans le détail est extrêmement compliqué dans l'univers agricole. Et du fait que ce n'est pas normé, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a fait une approche couteau suisse, enfin, une approche plus exactement sur mesure à chaque fois. Et donc, c'est un point à avoir en tête, c'est que finalement, je pense que la nécessité de compter est bien là. Par contre, les outils, on a un vrai intérêt à ce qu'ils soient personnalisés, adaptés au contexte et aussi simples que possible, à mon sens.
Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Et on comprend en plus que dans ce cas-là d'une ferme où il y a un capital naturel très fort, la méthode est plus adaptée. Tout à fait. C'est pertinent dans le secteur agricole sous cette forme-là parce que ça répond à un de leurs besoins, tout simplement, un de leurs enjeux. Très bien. Alors, de toute façon, tu auras l'occasion, je pense qu'il y aura des questions là-dessus. Merci beaucoup. Donc, je vais me tourner vers Delphine. Delphine, alors, à toi l'honneur de présenter le modèle LIFT. Donc, tu vas nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière cet acronyme, LIFT. Donc, tu l'as développé au sein de la chaire d'Audencia. Et pareil, est-ce que tu peux nous expliquer les grands principes directeurs, sachant que Mathilde nous expliquera comment Nepsen a prêté en quelque sorte le corps de son entreprise à ta science, quoi, si je fais court. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est plutôt les données qui nous ont gentiment prêté et beaucoup de temps de leur part. Donc nous, effectivement, on a créé la chaire autour de cette idée de comptabilité multicapitaux qui est une forte demande en France et de par le monde. Et aujourd'hui, c'est de la recherche. Hélène l'a bien insisté aussi sur le terme d'expérimentation. Donc, on est sur ce sujet-là. Et donc, à l'aide de financement de mécénat, on a construit un modèle qui prend en compte tout ce qui s'est passé avant au niveau international et au niveau français. Et on a essayé d'avancer, puis de tester des nouvelles choses. Donc, le LIFT, ça veut dire Limits Foundation Towards Sustainability. Donc, pour reprendre dans le nom du modèle, les termes du do not, en fait, qui nous sont chers. Alors, comment on a travaillé? Nous, on a travaillé à partir de la comptabilité physique. Ça va avec l'idée de limites planétaires et les fondations sociales, c'est-à-dire que nos écritures comptables sont en données physiques. L'idée, c'est que la planète et la société, de toute façon, ne comptent pas en euros. Donc, si on veut avoir une performance dite globale aujourd'hui d'une entreprise, il y a un besoin naturel, je ne sais pas comment dire, mais indispensable en fait de partir sur une comptabilité en flux physique. Du coup, cette comptabilité en flux physique, elle s'arrime sur l'idée des limites planétaires et des fondations sociales, notamment avec cette idée de budget. Alors, on utilise dans tous les cas beaucoup de termes qui sont très comptables venant des professions du chiffre, dans l'idée aussi d'apporter une facilité de compréhension. Donc, dans le cas des limites planétaires, par exemple, vous auriez un budget, ça a été le cas dans les tests qu'on a fait, les expérimentations chez Nepsen et dans les 2 autres PME. On calcule, on alloue une part du gâteau mondial à une entreprise et c'est possible chez les PME, donc c'est important de le dire quand même parce que on pourrait dire c'est que pour les grands groupes, mais nous on a pu, grâce à des travaux qui avaient eu lieu avant, utiliser un Excel qui est à disposition gratuitement sur les SBTI pour allouer une petite part de gâteau à Nepsen, à Bateau et à Yever, et puis ça nous a permis de démarrer. Et ce petit budget-là annuel qui tend vers l'idée du budget 1,5 degré permet de vérifier année après année si, dans le cas de la transition ou du maintien d'un business model qui peut être déjà relativement sain, la suite du travail de l'entreprise continue à respecter ce budget. Dans le cas des fondations, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on définit un plancher et on essaye de maintenir ce plancher. On a aussi la volonté, dans le cadre de ces expérimentations, d'intégrer tout ça dans la comptabilité financière. Hein, on le fait de plusieurs manières. La première manière, c'est le vocabulaire très comptable qu'on utilise. La deuxième, c'est qu'on a des écritures en données physiques, mais des écritures comptables. Donc, par exemple, pour quelqu'un comme Mathilde qui vient du monde de la direction financière, elle a des écritures comptables avec des comptes comptables qu'elle connaît bien, mais ce n'est pas des euros. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a à travailler. Du coup, il y a un petit bilan et un petit compte de résultat par un indicateur choisi. Le troisième point que je pourrais aborder, c'est qu'on a une très forte demande sur la monétarisation, sur lequel on a encore du travail à faire. La monétarisation en elle-même et donc l'intégration encore plus
plus dans la comptabilité telle qu'elle est aujourd'hui, donc non transformée, la comptabilité utilisée par les entreprises, elle a beaucoup de défauts et finalement un avantage potentiellement assez limité, puisque l'idée, c'est d'avoir une communication dans un seul et même langage qui serait les euros, mais on perd énormément quand on transmet en euros, on perd potentiellement la notion de budget, on perd la notion de performance, on peut netter des éléments qui ne se nettent pas, par exemple le CO2 et la biodiversité ou les droits humains et le CO2. Donc, on est en train de travailler là-dessus parce que c'est une forte demande, mais il y a beaucoup de bémols, et notamment dans la restitution qu'on a pu faire de nos travaux au niveau des PME, la réponse a été, nous, ça ne nous apporte pas plus que ce qu'on a avec les données physiques et ça nous suffit. Mais c'est quand même un travail sur lequel on avance. Sur la responsabilité étendue, notre modèle prend en compte toute la chaîne de valeur. En développement durable, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'on doit s'arrêter aux portes de l'entreprise. Donc, c'est un modèle qui s'étend, qui, du coup, a l'inconvénient de devoir aller chercher des données au-delà des frontières de l'entreprise et ça rend les choses pas toujours évidentes. Mais c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, le cœur de l'entreprise a son business model qui s'étend chez le consommateur comme chez ses fournisseurs et a un pouvoir décisionnel de transformation de son propre business model qui est chez lui, mais qui impacte toute une chaîne de valeur et au-delà de ça, potentiellement la société autour. Et puis, on est sur une soutenabilité forte, comme le modèle CARE d'ailleurs. Les capitaux ne sont pas substituables, les impacts négatifs ne peuvent pas compenser le positif, le CO2 ne peut pas compenser le droit humain. Oui, très clair. Voilà. Non, mais c'est passionnant. Alors j'espère, c'est très clair. C'est-à-dire que nous, on s'est un peu immergé avec Clara, Timothée, Profil, et on a fait notre parcours d'apprentissage. Mais c'est vrai que quand on parle en flux physique, il faut se dire, bah oui, il faut renoncer à penser en euros. Il faut faire cette gymnastique qui est de dire, bah voilà, on calcule en flux physique, et puis avec des référentiels qui sont des référentiels qui découle directement de l'observation scientifique de nos limites planétaires ou de l'observation sur des sous-jacents économiques, sur qu'est-ce qu'un travail décent, etc. Donc, c'est une mécanique complètement différente. Mathilde, je vous passe la parole justement, puisque Delphine vous a cité dans les entreprises, les PME qui ont expérimenté le modèle LIFT, donc vraiment dans une approche pilote. Alors, en quelques mots, pourquoi vous avez décidé d'y aller parce que ça fait quand même, c'est une poignée d'entreprises qui ont été pionnières. Et les enseignements que vous en avez tirés, forcément. Et puis, ce qui m'intéresserait peut-être après, peut-être dans les questions, mais vous êtes DAF, hein, donc c'est intéressant de voir comment ça a pu complètement peut-être changer ou pas votre métier. Voilà. Alors oui, bien sûr. Nous, en fait, on est rentré dans l'expérimentation par le biais de notre équipe qu'on appelle Transition, justement. On a une petite équipe qui a un métier similaire à Carbone 4. Et eux, ils viennent du monde du bilan carbone, de l'analyse de cycle de vie. Et ils conseillent les entreprises clientes dans leur transformation. Et c'était assez intéressant pour nous, pour ne pas être le cordonnier le plus mal chaussé, ben oui, ça arrive souvent, de rentrer dans cette expérimentation parce que notre équipe Transition travaillait déjà depuis longtemps avec Delphine en fait, sur ces aspects-là. Donc, on y est rentré, je dirais, de manière opportuniste, en fait. C'était une chance pour nous d'être mis en relation avec l'équipe de Delphine à Audencia. Et on a eu la chance de travailler avec cette équipe qui nous a quand même grandement facilité la vie et le travail dans l'organisation, la collecte des données et dans l'apport théorique. Parce que, justement, je parlais du donut tout à l'heure en introduction, le fait qu'eux aient fait ce travail de traduire les limites planétaires en quelque chose de concret pour nous et de nous guider dans l'établissement d'un budget. Donc, on a choisi quelques indicateurs, hein, parce que comme disait Delphine tout à l'heure, dans le donut, il y en a plein. Hein. Et on a choisi 2-3 indicateurs qui étaient pertinents pour Nexen, parce que nous, en fait, notre capital, c'est surtout un capital humain. On a des ingénieurs qui travaillent à la manière d'un bureau d'études ou de consultants. Et puis, on a très peu d'immobilisation, très peu de matériel finalement. Hein. Donc, notre capital, ce sont vraiment nos salariés, en fait, et leur savoir-faire, leur méthode, leur formation. Donc ça, c'était
un aspect très important humain, c'était d'avoir un indicateur du côté social et humain. Et un autre indicateur pertinent pour nous, c'est que même si on n'est pas un industriel, on a forcément un impact sur l'environnement, au minimum du point de vue du carbone. Et comme c'était notre domaine de compétence, on a décidé de suivre aussi cet indicateur. Donc, le travail a consisté à établir le budget, et ça, c'était surtout fait grâce à l'équipe de Delphine, et puis après, à chercher les données. Donc, au niveau carbone, on a utilisé des données de bilan carbone, et ça nous a permis de voir qu'on n'était pas très rigoureux dans notre propre suivi, que notre propre bilan carbone datait un petit peu. Donc, ça nous a permis de remettre tout ça au centre de notre activité, de nos préoccupations. Et puis, on a cherché des données du côté ressources humaines, salaire, formation. Alors, comparativement à d'autres entreprises de l'expérimentation comme Yever, qui travaille au Myanmar, nous, on est une entreprise franco-française et on est déjà très encadré au niveau social par le droit du travail et par les conventions collectives. Donc, voilà, on est déjà on suit déjà toute une batterie d'indicateurs dans notre BDESE, qui était donc assez facile à collecter, mais on s'est focalisé aussi beaucoup sur le domaine de la formation, puisque nous, notre capital, il est humain et c'est le savoir-faire des ingénieurs. Donc, on a beaucoup insisté et nous, on investit beaucoup dans la formation. On a développé notre propre école interne de formation. Et donc, c'était important de valoriser ça, en fait, et d'essayer de le suivre. Voilà. Sinon, au niveau social, on est plutôt, on a encore beaucoup de progrès à faire dans la participation des salariés, dans tout un tas de choses, mais on n'est pas, on risque pas trop, en étant en France, on risque pas trop d'être délinquant, voilà. Et puis on n'est pas producteur, on n'est pas dans le domaine de l'alimentaire, on n'est pas dans le domaine du vêtement, enfin voilà. Oui, et puis vous n'êtes pas non plus sur les sujets de capitaux naturels. Vous avez plutôt Voilà. choisi le carbone, c'est l'efficacité énergétique. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, d'où le choix des deux indicateurs. Et grâce à l'équipe de Delphine, l'établissement d'un budget, la collecte de données et l'utilisation de cet outil qui permet d'établir des bilans et des comptes de résultats par indicateur physique voilà, pour chacun des indicateurs suivis. Et on a vu que du coup, en résultat, côté social, on était plutôt bon. On était dans la cible qu'on s'était définie. Et côté carbone, peut mieux faire. Voilà, c'est ce qui est sorti de l'étude très concrètement. Comment ça a impacté ma manière de travailler à moi en tant que directeur financier? C'était une grande opportunité de faire ça à ce moment-là, puisqu'on est en pleine transformation, nous, juridique, c'est-à-dire qu'on a absorbé toutes nos filiales, on est devenu entre-temps entreprise à mission et on change tout. On a changé notre ERP, notre expert comptable, et donc on profite de cette occasion pour travailler avec le fournisseur du logiciel comptable pour essayer de capter un peu mieux et plus facilement les données dont on aura besoin pour faire ce travail plus régulier de nourrir voilà, nos indicateurs physiques et comptables. Et on essaye de faire travailler ensemble les équipes de l'éditeur de logiciels et des équipes du logiciel comptable pour interconnecter les données qu'on capture d'un côté et qu'on exploite de l'autre. Donc, c'est un gros travail, on est en plein dedans, pas du tout fini, mais on essaye de vraiment mettre ça au cœur de notre organisation. Et pour nous, c'est très important parce que les salariés sont chez nous, parce ils sont très, très bons, ils sont vraiment très bons dans ce qu'ils font, mais ils pourraient être ailleurs, ils pourraient être dans des grands groupes, ils pourraient être, voilà. Mais non, ils ont décidé d'être chez Nepsen parce que ce qu'on fait avait du sens. Et le fait de mettre des indicateurs physiques très concrets et de les comparer à des limites planétaires, ça contribue à donner du sens à ce que font nos ingénieurs ici. Et le fait de suivre ça pour nos propres indicateurs, nos propres performances et aussi l'impact qu'on a chez nos clients, parce que ce que disait Delphine, on travaille avec nos clients pour avoir un impact positif chez eux. On travaille avec nos fournisseurs, même si on achète peu de matériel, on achète du matériel quand même, des ordinateurs, des prestations de services. Et on essaye, dans cette transformation, de travailler aussi avec notre chaîne de fournisseurs pour obtenir les données physiques dont on a besoin. Et du coup, on les questionne aussi en faisant cette démarche. On impacte toute la chaîne. Voilà. Et le bémol dont parlait Delphine tout à l'heure, c'est que c'est un gros travail.
faut que ce soit, on est une PME, on n'a pas des moyens inconsidérés et un temps administratif à y consacrer inconsidéré, mais si on réfléchit bien, il y a quand même pas mal d'outils informatiques, et on peut essayer de se simplifier la vie en concevant nos systèmes d'information pour que ça marche, en prenant un peu moins de temps, en fait. C'est très clair. Merci beaucoup Mathilde. Donc, ce que j'entends, c'est qu'on peut commencer en choisissant ses capitaux, définir son budget par rapport aux limites planétaires qui sont impactées, et puis bien sûr collecter des données. Mais ce qui est fou, c'est qu'on s'aperçoit que quand on rentre dans ce type de démarche, mais après c'est la régularité, parce que c'est un travail titanesque, il faut alimenter. Je ne sais pas si vous avez un ERP, mais cette idée que ces données-là, maintenant, elles sont tout aussi cruciales que les données financières ou les données business. Oui, il faut impérativement les rentrer dans le l'ERP parce qu'on veut les suivre. Une fois qu'on a commencé l'étude et le travail, on veut continuer et on veut les suivre dans le temps. Donc, alors, je vais peut-être, si tout va bien côté Clara, c'est bon. J'ai une question pour toutes les trois, si je peux me permettre. Et après, on va donner la parole, à ceux et celles qui nous écoutent. On voit bien qu'il y a des transformations gigantesques qui sont à venir, parce que cette nouvelle vision de la comptabilité qui est plus aussi anthropocentrée en quelque sorte, hein, qui redonne sa place à une approche systémique. Pour vous, la hauteur de la marche pour les directions administratives financières qui doivent intégrer ces nouvelles méthodologies, c'est quoi? On commence par quoi? Parce qu'on tourne un petit peu, je sais pas qu'on tourne en rond, mais c'est vrai qu'avec l'ESG, avec la RSE, on a l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à forcer un passage. Et puis, ce que moi, je puis voir aussi dans ma propre pratique, c'est que quand on parle d'une comptabilité multicapitale, très souvent, les personnes y voient comme une baguette magique en disant « Tiens, on va tester la comptabilité multicapitale ». Comme étant, on a testé la neutralité carbone. Bon, je suis un peu excessive là, mais voilà, on va tester quelque chose d'autre. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas quelque chose sur étagère qu'on va prendre pour le tester. On sent qu'il y a une transformation qui est majeure derrière cette volonté de s'engager dans cette forme de comptabilité. Donc, peut-être avoir votre regard là-dessus. Et là, je ne sais pas qui veut se lancer ou si je distribue la parole, mais voilà. C'est peut-être Delphine. Allez, on reprend Delphine, Hélène, et puis un dernier mot à Mathilde avant les questions. Je pense que Hélène rebondira sur ce que je vais dire. Je pense que depuis plusieurs années, moi, je me suis attelée d'abord aux outils. Et en fait, aujourd'hui, des outils, il y en a des tonnes. On parle de multicapitaux, mais ce n'est pas les seuls outils. Il y a des outils de contrôle de gestion, il y a des outils de reporting, il y a des outils de CAPEX verts, il y a tout ça. Et au fur et à mesure, on se disait, mais pourquoi ça ne prend pas du coup, hein? Pourquoi? Parce que les outils sont là, pourquoi ils ne sont pas adoptés finalement? La question, c'est l'adoption. Pour moi, je me suis ensuite penchée vers les professions et on disait toujours, les professions du chiffre ne vont rien faire. Alors, Mathilde est un contre-exemple, mais on va dire que toutes les études de recherche disaient, il ne va rien se passer parce que les comptables, c'est les comptables et ils ne feront rien. Donc, je suis allée chercher des exemples, notamment mon ancienne chef chez Danone qui vient d'être nommée Chief Sustainable Finance Officer, Laura Palmero, et d'autres. Et je les ai interrogés et j'ai dit, mais pourquoi vous faites vous quelque chose et les autres pas? Et donc, on a essayé de comprendre un petit peu quelles étaient leurs perspectives et pourquoi leur identité à elles, j'ai appelé ça un peu une identité chewing-gum, ou pourquoi eux, ils arrivaient à faire le pont et pas d'autres. Pourquoi dans leur carrière ou dans leur façon de faire, ça avait marché. Donc, on a écrit ces premiers travaux sur le Sustainability CFO, mais encore plus aujourd'hui quand je suis face à des directions financières. Oui. Et c'est le cas depuis 3-4 ans, parce qu'avant, on ne parlait pas forcément au DAF parce que ce n'était même pas ouvert, la porte. Ouais. Là, la porte, elle est ouverte. Donc, on y entre. Il y a le facteur humain, c'est le problème numéro 1. Le reste, on a ce qu'il faut. Et même les données, j'allais dire, on va les avoir et on les aura. Le problème, c'est est-ce que le DAF va accepter, et ses équipes, de se remettre en question dans son identité professionnelle et personnelle
parce que ça implique plein de choses, ça questionne beaucoup de choses sur sa vie, etc. Parce qu'on n'est pas deux personnes, on n'est pas schizophrénique, on est une seule personne. Et quand on entre en entreprise, on est encore la personne qu'on a été le matin quand on a emmené ses enfants à l'école. Donc, c'est indispensable de penser sur le facteur humain, ces blocages, et du coup, d'adapter une transition de la direction financière à chacun. Et on est revenu à se dire que ce n'était pas la peine de pousser ni du multicapitaux, ni du SBTI, ni de je ne sais pas quoi, du CSRD, s'ils ne sont pas capables de l'absorber eux-mêmes. Donc, on travaille beaucoup maintenant sur le chemin que vous voulez faire. Ça sera le bon chemin, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Et en fait, on va sortir de l'aide qu'on peut vous apporter. Au bout de, je vous forme 2 jours, je vous accompagne 3 mois. Et dans 6 mois, je reviens, il n'y a toujours rien de fait. Donc, le facteur humain, c'est vraiment le plus important. Très clair. Alors, je me permets juste de passer une petite information, c'est que les professions du chiffre, effectivement, sont un petit peu rétives, ou en tous les cas en retrait. Et notre belle étude, on a eu quand même comme partenaire, et on en est très fiers, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui nous ont fait confiance quand même. Donc, ça montre qu'il y avait moins une curiosité et une attente. Donc, ça, voilà, ce que tu dis, ça bouge. Ça dit le pied dans la porte. Hélène, apparemment, tu vas rebondir sur ce que vient de dire Delphine. Oui, parce qu'en fait, si on revient un peu au sujet du webinaire, compter ce qui compte vraiment. Mais chaque personne peut avoir une définition différente de ce qui compte vraiment dans l'entreprise, ce qui compte vraiment pour lui, etc. Donc, quand on arrive au travail le matin, qu'est-ce qu'on va mettre dans le tableau de chiffres? On va compter quoi? Alors, c'est le genre, ça peut paraître stupide comme question, mais en fait, il y a 2 courants de pensée un peu contradictoires que je vais décrire là et que j'ai observé dans beaucoup d'entreprises. Il y a, on va compter ce qu'on nous demande de compter, oui, et ça, on va le compter dans le détail. Et donc, on va faire ce qu'on nous demande. On applique la norme, on remplit le tableau de chiffres qu'on nous demande de faire, point. Bon. Et il y a l'autre qui vient d'une phrase de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Qui est de dire, quand bien même on aurait essayé de compter tout ce qu'on nous demande de compter, on a peut-être totalement raté l'essentiel. Et d'ailleurs, l'essentiel, est-ce qu'on est capable de le compter? C'est-à-dire compter le vivant, compter la qualité des relations humaines, la qualité des relations partenariales d'une entreprise avec ses fournisseurs ou ses parties prenantes. Est-ce que ça se chiffre? Et pourtant, c'est peut-être l'essentiel. C'est à la fois l'essentiel pour la performance durable de l'entreprise, et c'est l'essentiel pour le fait qu'il y fasse bon vivre, accessoirement. Voilà. Et donc, est-ce que ça se met en chiffres? Pas toujours. En tout cas, certainement pas intégralement. Néanmoins, on peut s'y intéresser quand même. Alors, et pourquoi on s'y intéresserait? Ce que tu disais, Delphine, est très juste. C'est-à-dire que si on demande à un CEO de faire grossir la boîte, point. Et d'améliorer les grosses métriques financières. Si on demande à une direction commerciale de vendre plus et pas de vendre mieux, si on demande à un tel de réduire la masse salariale, point. Eh ben, on va arriver toujours au même résultat. Donc, il y a quand même une nécessité d'adapter un certain nombre de grands chiffres clés de l'entreprise pour plutôt pousser vers du mieux que du plus. Et ça ne peut arriver que s'il y a une forme de conviction intérieure des personnes concernées, d'une part. Donc, du côté des personnes, ça va être le DG, ça va être le directeur financier, ça va être le président de l'entreprise, ça va être les membres du conseil d'administration. Et donc, est-ce qu'il y a une forme de conviction chez ces acteurs en tant que personnes sur le fait que l'horizon désirable est un horizon humain et que ça nécessite de compter autrement? Et cette conviction, on ne l'a pas toujours. Et puis après, une question des structures qui est, est-ce que les tableaux de chiffres sont faits, là encore, pour tracer uniquement le chiffre d'affaires ou la marge par BU, et point. Ou est-ce qu'il y a par exemple des bonus variables et des rémunérations variables en fonction de la performance élargie? Et donc, ça met en place une autre culture dans l'entreprise, une culture cohérente entre un socle de valeurs, des convictions de personnes, un modèle de gouvernance et les bonnes boussoles. Donc ça, vous l'avez dit, Clara et Geneviève, en introduction, on ne peut pas considérer l'adoption du chiffre sans aller exhumer finalement 2 choses, les jeux de valeurs des personnes dans l'organisation et la structure, est-ce que la gouvernance le permet, voire le demande. Voilà. Et donc, quand Delphine dit on a tous les outils qu'il faut et on se demande 5 ans, 10 ans après pourquoi ce n'est pas mis en œuvre,
eh ben, on arrive souvent à la conclusion qu'il y a deux réponses possibles. La première est, dans les systèmes de valeurs des personnes, certains vont être plutôt positionnés sur des perspectives de valeurs orientées vers le profit personnel et la réussite personnelle. Et donc, une vision systémique de l'existence n'est pas la leur. Donc déjà, c'est une question de point de vue sur l'existence qui n'est pas le même, quand bien même il serait profitable pour l'entreprise qu'elle considère une création de valeur globale. Mais le système de valeur de la personne, le DG ou le membre de conseil d'administration, n'est pas forcément aligné. Et donc, faire adopter ces outils, ce n'est pas juste enlever les barrières à leur utilisation facile. Bien entendu que ça aide. Ce n'est pas les mettre juste aux bons endroits, c'est-à-dire pas seulement à la direction financière, mais comme je le disais, aussi en lien avec les systèmes de rémunération et bien entendu avec les équipes d'innovation ou d'éco-conception. Bien sûr qu'il faut que ce soit là. Non, le facteur humain que tu cites, Delphine, pour moi, il est beaucoup plus profond, qui est, est-ce que dans le monde de l'entreprise, on s'autorise à être, en se levant le matin, en arrivant le matin, un peu inspiré par la vie et animé par le cœur. Alors, ça peut paraître des grandes maximes, mais dans le fond, certaines entreprises ont ça en elles-mêmes par la culture des fondateurs ou le cœur de métier de départ. D'autres ne l'ont absolument pas. Et dans ces cas-là, on essaye de mettre en place des outils qui finalement sont sans usage pour cette organisation dont la genèse et les finalités ne sont pas celles-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Effectivement, tu as introduit la notion de l'intentionnalité et d'autres ressorts au sein même de la gouvernance et de la culture d'entreprise. Alors, très rapidement, Mathilde, je me tourne vers vous, mais rapidement, pour aussi répondre à cette question et avant de prendre les questions de la salle. Et je me disais, en fait, chez Nepsen, l'intentionnalité, moi je connais le fondateur de Nepsen, bon, on va le nommer, hein, Alexandre Sévenet, les convictions, il en a. Alors le cœur aussi, apparemment, il en a. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à apporter par rapport à ce qu'ont dit Delphine et Hélène? En fait, chez nous, il y a une force énorme, c'est celle de nos salariés, enfin de nos collaborateurs. En fait, c'est eux qui nous poussent à être meilleurs et à nous transformer, parce que sinon, ils ne restent pas, parce que ça n'a pas de sens pour eux. Donc, du sens et de l'intentionnalité, on en a et on en avait, mais cette entreprise, elle ne fonctionne que parce que ce qu'on fait a du sens et a du sens pour nos collaborateurs. Donc, c'est eux qui nous questionnent sur la croissance, on en avait parlé. Oui. Oui, alors on doit grandir un peu, on n'est pas très grand, on est 160, pourquoi on devrait grandir? Quelle est la bonne taille? Il faut qu'on se comprenne sur ce sujet-là, parce que voilà, ils ne sont pas du tout pour la croissance dans l'absolu. S'il y a croissance, il faut qu'elle ait un sens, une efficacité et vraiment un sens surtout. Et puis, au niveau de l'exigence, si on ne leur donne que des objectifs chiffrés, et ils râlent vraiment très fort, en disant, mais nous, vous nous parlez que de production et de… Non, on veut d'autres… Il y a plein d'autres indicateurs à suivre et en fait, c'est eux qui nous le disent, en vrai. Donc, chez nous, c'est vraiment intrinsèque et c'est à nous, fonction centrale, en fait, de nous dépêcher, de nous mettre au niveau de nos salariés, en fait, si je puis dire. Ah, c'est très clair. On est vraiment poussé par eux. Alors, on a une population des collaborateurs qui sont assez exceptionnels et qui sont vraiment… dans cet univers, eux, ils sont convaincus, en fait. Ils nous poussent vraiment à être meilleurs. Maintenant, je crois qu'avec l'environnement, même si ce ne sont que des normes, mais le fait qu'il y ait des normes, d'accord, c'est coercitif, mais ça donne un cadre. On parlait des normes européennes tout à l'heure. Le fait qu'il y ait une émergence des entreprises à mission, et il y en a de plus en plus, même si le dirigeant n'avait pas ça en tête, le marché du recrutement en France est tel que de toute façon, même ceux qui n'y avaient pas pensé vont devoir s'y mettre, en fait, parce que les personnes vont aller là où ça a du sens pour elles. Donc, c'est critique en vrai, même pour ceux qui n'y avaient pas pensé. En tous les cas, merci Mathilde, parce que c'est très complémentaire vos trois éclairages. Alors, je dirais que si je résume, ce qui compte ne peut pas toujours être compté, ce qui peut être compté ne compte pas forcément, c'est absolument pas de moi, c'est de Einstein. Voilà. Et puis, vous avez abordé en filigrane, et puis Mathilde, vous l'avez conclu, c'est le rapport à la croissance, quoi. C'est qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce formidable outil qu'est l'entreprise pour le mener où? Et tout en respectant une approche systémique, en donnant du sens. Et ce que vous allez dire sur les jeunes générations, c'est, à mon avis, c'est le début. Je crois que les entreprises n'ont pas idée de ce qui se prépare.
Alors, à propos de jeunes générations, je vais me tourner, vers Clara et vers Timothée, parce que je crois que c'est le temps des questions. Et Clara, est-ce que je peux te passer maintenant la main pour peut-être la synthèse et la distribution des questions qui sont apparues? Merci beaucoup. Je vais laisser Timothée le faire, je conclurai tout à l'heure. Allez, alors que c'est Timothée à la manœuvre. Oui, bonjour à tous. Beaucoup de questions très intéressantes sur ce matin. Une première question peut-être plutôt pour Delphine, d'abord sur le modèle du donut. Avec cette question, est-ce que le donut a pour ambition et est-ce qu'il permet de sortir d'un modèle de comptabilité anthropocentré, ou est-ce qu'il y a quand même une logique qui reste relativement anthropocentrée, mais qui tient compte des contraintes à la fois sociales et planétaires? C'est une question plus presque philosophique. Je pense que c'est un peu les deux et que c'est difficile de dire que c'est l'un ou l'autre. C'est quand même aussi, avec les fondations sociales, une problématique de société. Je ne suis pas sûre qu'on peut complètement s'affranchir. C'est une question qu'on a en recherche constamment sur est-ce qu'on peut avoir une comptabilité éco-centrée ou une comptabilité qui est biodiversité, qui est complètement non liée à l'homme. Ça peut exister, certains modèles pourraient se dire comme ça, et aujourd'hui, par exemple, on peut voir des modèles qui prennent l'écosystème, la rivière, la montagne, une biorégion comme centre de la comptabilité elle-même, et non pas l'organisation. Mais à partir du moment où on comptabilise une organisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une ville, un territoire, et tout ça, c'est assez difficile dire qu'on n'est pas anthropocentré. Après, le fait de contextualiser dans la société et dans l'environnement vous donne un cadre qui n'existait pas avant et qui pourrait dire, à minima, on l'a quelque part éco-centré puisqu'on s'oblige à respecter ça au départ. Mais voilà, c'est peut-être pas une réponse claire et nette et précise, mais je pense que je me méfie toujours des choses qui disent c'est que ça ou c'est anthropocentré ou ça l'est pas. En tout cas, on essaye d'y mettre une certaine limite, mais n'oublions pas que, y compris dans les questionnements qu'il y a pu y avoir sur le juridique derrière, par exemple, donner une personnalité morale à des rivières, des montagnes dans différents pays, la représentation de ces montagnes ou de ces rivières légalement, quand il y a besoin, c'est l'homme qui parle pour la nature. Donc, on s'affranchit assez difficilement de ça. Quand on compte, malheureusement, ça reste quand même nous qui parlons au nom d'eux. Donc ça, je pense que c'est important à garder en tête. Merci beaucoup. Une autre question peut-être pour vous, Delphine, cette fois-ci plutôt de vocabulaire. Quel est le lien entre la comptabilité en triple capital et la notion de double matérialité? Oui, je l'avais vu. En fait, la double matérialité, elle est, pour faire simple, c'est inside out, outside in. Donc, une comptabilité qui prend en compte l'impact de la nature et de la société sur les comptes, c'est une comptabilité qui est plutôt en matérialité financière. Celle qui prend l'impact vers l'extérieur est plutôt sur ce qu'on appelle l'impact materiality. Donc là, en tout cas, le modèle LIFT est sur une comptabilité vers l'externe en premier lieu, parce que c'est les trois cercles, d'accord? Donc, dans un premier temps, on regarde l'impact chez les autres, donc sur l'écosystème, sur la société, et on essaye de rester dans le do not. Et dans un troisième temps seulement, on peut regarder comment ça impacte l'économique, c'est-à-dire quels sont potentiellement les investissements à faire pour avoir un business model résilient et qui participe à la transition. Mais avant tout, il faut que ça se fasse dans des conditions du safe and just space for humanity. Et donc, voilà, je dirais qu'on est plus sur la matérialité d'impact que sur la matérialité financière. Dans tous les cas,
les modèles qui seraient en impact matérialité financière sont très court-termistes et ont le défaut d'être non contextualisés et donc d'être relativement problématiques pour l'avenir de la planète. Merci beaucoup. Cette fois-ci, une question plutôt pour Hélène, je pense, parce que c'est au sujet du modèle CARE. Enfin, une double question d'ailleurs. Est-ce que expérimenter le modèle CARE vous a permis de connecter au sein de Fermes d'Avenir la comptabilité des fermes à des enjeux un peu plus scientifiques et moins économiques donc. Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour pouvoir faire cette expérimentation sur notamment les différentes facettes du capital naturel, sol, biodiversité, eau, on s'est appuyé sur un groupe de travail scientifique avec Cyprien qui travaillait donc dans les équipes de Compta Durable à l'époque, avec Hélène Leriche de Auré, avec Marc Dufumier, agronome spécialisé en agroécologie, pour qu'on puisse partir aussi d'un état de l'art à plusieurs endroits. C'est-à-dire un état de l'art des enjeux liés au capital naturel dans des zones d'opération agricole et d'essayer d'identifier un certain nombre de valeurs de référence aussi. Par exemple, autant sur le climat, ça peut paraître simple au départ, je dis bien ça peut paraître simple, et on pourrait se dire on va s'appuyer sur ce que certains d'entre vous connaissent peut-être, les SBT, les Science Based Targets, et on va utiliser toute la matière scientifique déjà disponible, autant sur d'autres sujets, on n'avait pas grand-chose. Je parlais tout à l'heure de l'enjeu des sols vivants ou sur l'enjeu de la pollution des eaux. Quelles sont les valeurs de référence d'un bon état du capital naturel, d'une part, déjà, rien que cette question-là, et d'autre part, quelles sont ensuite éventuellement les valeurs qui auraient déjà été calculées sur certaines externalités positives ou négatives d'ailleurs. Donc, on est passé par toute une étape de compilation, de publications scientifiques qui, de mémoire, sont aussi dans le dossier qui peut être téléchargé sur le site de Fermes d'Avenir aujourd'hui, avec une explicitation des hypothèses de sources et de chiffres qu'on a pris pour ces travaux-là. Après, nous, ça nous intéressait beaucoup parce qu'on souhaitait creuser à fond le sujet, mais je reviens à ça, si on cherche une approche relativement simple, il est relativement simple, par exemple, pour un agriculteur d'identifier combien de mètres linéaires de haies ou d'arbustes diversifiés il a planté, combien de temps il a passé au paillage ou au non-labour, enfin d'évaluer les dépenses en euros ou le temps passé à certaines tâches qui contribuent à la préservation d'écosystèmes vivants sur la ferme. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire oui, bien sûr, il y a eu toute cette phase de travail scientifique, et dans le même temps, on sait très bien que chaque acteur ou chaque entreprise ne peut pas nécessairement prendre le temps de faire tout ça à chaque fois. Donc, moi, mon encouragement, c'est plutôt de dire il y a quand même un certain nombre de choses, d'une part, de bon sens et assez bien documentées par lesquelles on peut commencer, sans nécessairement à chaque fois se relancer dans une démarche scientifiquement très longue, lourde et exigeante, même si elle est bien entendu parfois nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Une autre question, cette fois-ci plutôt pour Delphine et Mathilde, parce qu'elle concerne le modèle LIFS. Qu'est-ce qui se passe quand une entreprise dépasse son budget carbone? Quelles sont les conséquences ou comment on en tient compte dans l'activité de l'entreprise? Bon, on a tapé sur les doigts de Mathilde. Non, plus sérieusement. Et d'ailleurs, je précise juste qu'Hélène Le Thénault est dans le comité scientifique de la chaire aussi, donc elle commence aussi à bien connaître le modèle. Le principe, c'est que d'une année sur l'autre, et surtout en PME, on peut quand même avoir des variations, notamment quand on compte les investissements et si on les amortit pas, puisque physiquement, le CO2 a été émis quand on a acheté une machine, par exemple. On propose un lissage, entre guillemets, sur 3 à 5 ans, qui est aussi
le temps des SBTI. Quand on se fixe une target SBTI, on a plutôt 5 ans pour l'atteindre. Et du coup, d'une année sur l'autre, si on dépasse le budget, on réduit le budget de l'année suivante, mais en tout cas, on n'est pas complètement dans un cadre complètement négatif. Par contre, symboliquement, notre modèle, si vous continuez et si vous persistez dans un budget qui serait négatif, vous allez d'année en année réduire le budget qui vous était alloué à la base, et donc à un moment donné, vous arrivez à ce qu'on appelle, nous, c'est symbolique, hein, mais la faillite environnementale. C'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité d'émettre du tout. Et inversement, puisque je vais peut-être avoir la question, si vous êtes meilleur que ce que vous avez fait, dans l'étalement, ça va peut-être sur les 5 ans se tasser, mais si vous êtes toujours meilleur au bout des 5 ans, vous pourriez au moins communiquer, ou en tout cas l'utiliser dans une communication vis-à-vis de vos parties prenantes. Mais malheureusement, on ne peut même pas en faire état dans les comptes en dehors peut-être d'un goodwill sur une année, et c'est tout, parce que vous avez à côté de vous des gentils passagers clandestins qui eux-mêmes vont absorber le carbone que vous n'auriez pas émis. Donc, on est très prudent sur ces items-là. Par contre, toujours dans la symbolique d'utiliser des termes comptables, on dit qu'à un moment donné, on arrive en faillite environnementale, et ça peut être le cas socialement aussi. Oui, concrètement, ça s'affiche comme une dette de plus, en fait. Sur le bilan qui est fourni, ça s'affiche comme une dette de plus. On aggrave notre dette vis-à-vis de la planète, en quelque sorte. Ça s'affiche comme tel. Et donc après, il faut prendre des actions pour redresser. Merci beaucoup pour vos réponses. Une autre question beaucoup plus générale, je dirais cette fois-ci. On disait que les outils se multiplient, en particulier en matière de comptabilité triple capital. Comment une entreprise peut-elle choisir aujourd'hui parmi tous les outils existants, sur quels critères doit-elle se tourner plutôt vers un outil ou vers un autre? Je vais quand même rappeler un principe de base, c'est qu'on est dans des expérimentations de recherche. Donc, c'est important que les entreprises qui s'associent à ces projets-là soient conscientes que ce n'est pas forcément quelque chose qui va découler sur une comptabilité qui s'automatise avec des normes qui seront les normes de demain. Aujourd'hui, comme a dit Geneviève, le prêt des données par Mathilde et par les autres groupes avec qui on a travaillé et les grands groupes avec lesquels on travaille, c'est dans la perspective de faire évoluer la discussion, les principes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait faire aussi réfléchir au capitalisme et à la place de l'entreprise. C'est dans ces objectifs-là, parce que la normalisation aujourd'hui se fait par le reporting. Donc, il ne faut pas oublier que le reporting, ce sont les mêmes indicateurs de performance que ceux qu'on utilise dans les modèles multicapitaux. Donc, comment choisir? J'allais dire, du moment que vous avez la pensée pour l'expérimentation, peu importe avec qui vous travaillez, si ça peut vous faire bouger et si ça peut apporter une discussion saine en entreprise. Si ça peut vous faire collecter des données supplémentaires, si ça peut, comme chez Nepsen, vous faire réfléchir au rôle du DAF, au rôle de vos données. En plus, si vous sautez sur l'occasion pour faire évoluer votre RP, que vos salariés sont demandeurs, tant mieux. Sinon, moi, je dis toujours, le multicapitaux, ce n'est pas une fin en soi, c'est des expérimentations. Le plus important, c'est le cheminement des directions financières aujourd'hui, de la gouvernance, des business models, de la transition. Enfin, en fait, les 3 piliers dont on a parlé dans l'étude. Donc, le plus important, c'est d'abord, si votre DAF n'est pas partenaire de la transition aujourd'hui, commencez par ça. Vous demandez-leur pourquoi, comment ils peuvent travailler avec vous. Et ce n'est pas avec du multicapitaux, c'est peut-être pas la première étape. La première étape, c'est peut-être un tableau de bord, c'est peut-être des indicateurs d'achat, c'est peut-être plein d'autres choses. C'est peut-être des choses à leur échelle qui vont commencer à les faire réfléchir. Mais en tout cas, je dirais, faites de votre direction financière les partenaires de votre transition de demain. Je pense que je me permets juste de rebondir, Delphine, parce que je pense que ça soulève vraiment un point capital, et que
qui rejoint un des enseignements principaux en fait, qu'on a, nous, retenu aussi de toute cette étude et de toutes ces personnes qu'on a rencontrées. C'est que s'il n'y a pas ce changement de mentalité, cette union entre ces deux identités personnelles et professionnelles et au-delà avec le vivant, pour revenir sur ce que disait Hélène tout à l'heure, enfin, en tout cas le monde qui nous entoure, ça va être compliqué de changer. Donc, merci de rappeler ce point parce que c'est vraiment important, je pense. Timothée, je te relaisse. Ou si Hélène, tu voulais rebondir. Oui, je voulais bien rebondir là-dessus. C'est un petit peu ce que je disais, c'est que, et ce que Delphine, tu viens de dire, c'est-à-dire que le choix de l'outil est bien entendu important, mais c'est plutôt les motivations pour lesquelles c'est fait, et dans quelle durée et avec quelle ambition, qui sont assez essentielles. On a beaucoup travaillé ces derniers mois, aussi avec Profil d'ailleurs, sur un programme de recherche qui s'appelle Le pouvoir du cœur, en quoi la gouvernance et les formes de gouvernance permettent à l'intelligence du cœur des dirigeants de s'exprimer ou pas. Et par rapport à nos enjeux comptables et à un élargissement d'une comptabilité qui prend du chiffre, mais qui réfléchit aussi aux trois capitaux, ça amène la question du rayon d'empathie des dirigeants. Alors dit comme ça, c'est un petit peu curieux, mais c'est de dire que chaque individu, dirigeant ou pas, a un certain rayon d'empathie et beaucoup d'empathie pour 10 personnes proches, 20 personnes proches, 50 personnes proches, mais pas forcément 500, 5000 ou 5 milliards. Et donc, il n'est pas du tout naturel d'un point de vue biologique ou anthropologique d'avoir un rayon d'empathie très large et de se préoccuper du sort des personnes qui aujourd'hui déjà, par exemple, sont victimes de dégâts écologiques dans différents coins de la planète ou d'un sous-traitant qui serait trop loin dans la chaîne de valeur. Donc, l'humain étant ce qu'il est, le rayon d'empathie est en général assez resserré. Mais néanmoins, il est variable selon les personnes et il peut se travailler. Or, du coup, moi, je vois cette comptabilité en performance globale comme une expression chiffrée du fait que l'entreprise et ses dirigeants se dotent d'un rayon d'empathie un peu plus large. Et ça m'intéresse beaucoup parce que là encore, le fait de compter ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre des faits, des chiffres, des arguments sur ce qui est en train de se passer un peu plus loin dans le temps ou dans l'espace, est de nature à alimenter cette discussion du positionnement de l'entreprise dans la société et de son rôle négatif ou positif. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que sur le facteur humain que tu citais, Delphine, et sur intéresser le directeur financier, on est parfois obligé d'aller le chercher très très loin et pas sur uniquement l'usage métier immédiat d'un bon outil, qui est une question qui va poser, mais on est obligé d'aller le chercher très loin dans finalement ses aspirations en tant que dirigeant dans la société en général. Voilà. Voilà, j'avais envie de partager avec vous un excellent livre du philosophe anglais Krasnick qui s'appelle The Good Ancestor, qui est une invitation à prendre en compte le long terme et donc à sortir d'un court-termisme forcené. Et puis par ailleurs, il déploie aussi toutes ces explications sur l'empathie. Je pense que c'est un bon livre pour des dirigeants et pour des directeurs financiers, c'est-à-dire de ne pas se focaliser seulement sur l'outil, mais sur finalement le pourquoi, le quoi et le avec qui. Voilà. Bon, j'ai été trop bavarde, mais je voulais vous partager ça. Oui, puis pour compléter, ça fait écho également aux échanges qu'il y avait dans la discussion. Toute la question des outils rejoint ce qu'on disait. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à la comptabilité multicapitaux pour engager une réflexion de double matérialité. On peut déjà, avec des outils plus simples, commencer à enclencher cette logique et modification des mentalités dans l'entreprise. Une nouvelle question de Caroline. On parlait surtout des effets négatifs de la prise en compte des effets négatifs de l'activité de l'entreprise sur ses comptes. Mais donc, comment intégrer dans la comptabilité de l'entreprise les effets positifs que l'entreprise génère chez des clients, par exemple. Donc, c'est le cas notamment chez Nepsen. Oui, là, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de double comptage des effets positifs parce que le client, il a engagé sa propre démarche de transformation et de réduction de carbone ou de gaz à effet de serre, etc. Et on ne peut pas, nous, s'approprier son comptage à lui, effectivement. Par contre, on peut le suivre en annexe, plus comme un élément. Alors déjà,
c'est un peu comme dans les bilans carbone, hein, il y a différents niveaux, hein, il y a différents périmètres, mais on ne peut pas s'approprier directement les économies qu'on fait réaliser à nos clients, parce que sinon, dans l'univers, ils sont comptés 2 fois. Effectivement. Donc ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, on peut les tracer et les suivre à part, aussi comme un élément de performance et de motivation de l'impact qu'on peut avoir. Je vais juste rajouter, je l'ai mis dans le chat, que nous, on travaille dessus. C'est une forte demande des entreprises, mais il faut quand même savoir que, notamment sur le CO2, il n'y a pas de standardisation de ce qu'on appelle les émissions évitées aujourd'hui. Donc, la plupart du temps, les entreprises avec qui on a pu discuter nous disent que c'est une pente très glissante et il faudrait une normalisation, ou en tout cas, souvent, quand ils ont envie de mettre en avant j'étais à Paris et j'ai vu une superbe affiche de Back Market, je crois, qui dit moins 91% d'émissions évitées en achetant chez nous. Tout ce genre de chiffres peut questionner, notamment, enfin, il y a plein de problématiques, mais de quelle base vous partez? Quel est le counterfactual que vous prenez? À quoi vous vous comparez quand vous faites... Est-ce que si vous êtes sur du biocontrôle, vous vous comparez aux années 50 où il y avait plein de pesticides, ou il y a 10 ans, ou alors il y a 150 ans? Ça ne va pas vous donner le même comparatif. Et est-ce que c'est vraiment vous qui êtes à l'origine, ou est-ce que c'est quelque chose de partagé? Par exemple, c'est l'avis aussi bien de Shift et de l'ADEME en France, et commencer à être partagé. Notamment, j'ai vu des textes en Allemagne aussi récemment sur ce qu'on appelle le net zéro et donc les compensations. Ce ne sont jamais des choses qui peuvent être attribuables à une organisation, mais une contribution à une neutralité qui doit être globale. Donc, sur les impacts positifs, il faut être très prudent. Et du coup, nous, on a dédié une thèse. Donc, la personne va passer 4 ans à travailler dessus pour essayer de donner un guide le plus précis possible pour que les entreprises, quand elles s'engagent dans des calculs ou des communications, ne le fassent pas n'importe comment. Et même avec une thèse, je pense qu'on sera qu'au début de cette discussion sur ce qu'on appelle les impacts positifs. Merci Delphine, merci Mathilde, merci Hélène. Je propose de conclure ce webinaire pour qu'on reste dans les temps et qu'on vous libère à 10h comme prévu. C'était vraiment très riche, et surtout, ça a permis aussi d'ouvrir sur cette voie, finalement, sur ce chemin. Comme vous le disiez, la post-croissance, c'est pas, bien sûr, c'est un idéal à atteindre, mais c'est pas un modèle à appliquer tout fait, comme les expérimentations comptables ne sont pas des modes d'emploi sur étagère à implémenter d'un coup de baguette magique. Et je pense que c'est aussi le début d'une prise de conscience qui est à la fois ancienne, mais qui est en résurgence aujourd'hui. On le voit quand même, je pense, avec ce qui se passe ces derniers temps. Et donc, nous, on a vraiment pensé cette post-croissance, cette étude aussi comme une voie. On a essayé de proposer des niveaux d'engagement, et tout ça, c'est quelque chose qui va se construire, j'ai envie de dire se co-construire finalement, parce que comme dans tous nos travaux, on pose une pierre, mais c'est pas nous. Nous, on n'est qu'un cabinet de conseil et un think tank. On n'est pas non plus une entreprise industrielle ou productrice au-delà de notre expertise. Et donc, c'est aussi avec vous, les entrepreneurs, avec vous, les chercheurs, qu'on va pouvoir avancer ensemble et proposer de nouveaux outils et démontrer des nouveaux exemples. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie justement de porter plus loin la réflexion et de passer à l'action, surtout, parce que l'idée, c'est pas que ça reste juste une belle étude sur une étagère. Et donc là, on a terminé notre série de 3 webinaires. Donc, ils sont tous les 3 disponibles en ligne sur YouTube. Vous pouvez les partager. Vous pouvez aussi partager l'étude qui est en téléchargement gratuit. Et puis, on vous tiendra au courant, informé des prochains événements lorsqu'ils seront prévus. Merci encore à nos 3 intervenantes et à vous toutes et à tous pour être là.